Il y a des histoires qu'on ne raconte qu'une fois, parce qu'après, on ne dort plus jamais vraiment. La mienne a commencé un soir d'automne, à Monte-Carlo. J'étais serveuse dans l'un de ces hôtels où le luxe est si écrasant qu'on finit par ne plus le voir. Et lui, c'était un mythe vivant. Adrien Valcourt, magnate, héritier. Un homme dont la richesse faisait taire les autres avant même qu'il ouvre la bouche. Son regard s'est posé sur moi alors que j'essuyais une malheureuse tache de vin sur sa veste de smoking. J'étais mortifiée, mais il a juste souri. « Vous avez sauvé ma soirée. » Ce fut la première fois que j'ai entendu sa voix. Une voix grave, posée, une voix qui donnait envie d'obéir. Je n'étais personne, juste une silhouette dans le décor, mais ce soir-là, il m'a fait sentir que j'étais le centre du monde. Un monde auquel je n'appartenais pas, mais qu'il m'offrait sur un plateau d'argent. 3 mois plus tard, j'étais sa femme. Un mariage de verre et d'or, célébré sous les flashs des photographes du monde entier. Les magazines titraient sur le conte de fées, la Cendrillon moderne qui avait conquis le prince de la finance. On disait que j'avais tout gagné, mais la réalité est souvent bien plus sombre que les contes. Le soir même, en franchissant pour la première fois le seuil de son manoir sur la côte d'Azur, un palais blanc dominant la Méditerranée, il m'a murmuré à l'oreille son souffle chaud sur ma nuque. « Tu peux aller partout ici, absolument partout, sauf au niveau 2. » J'ai ri, pensant à une blague, une sorte de test ou de secret d'initié. Il a souri, mais ses yeux ne souriaient pas. Une porte s'est refermée doucement dans mon dos et avec elle, la porte de ma liberté. J'ai cru à un caprice d'homme riche, à une excentricité. Mais les jours passaient et ce sauf grandissait dans ma tête comme une graine de poison. Le palais d'Adrien était un labyrinthe de luxe et de solitude. Des couloirs interminables aux murs recouverts de soie, des miroirs qui me renvoyaient mon propre reflet, toujours seul. Il y avait des caméras, partout. « Pour ta sécurité, mon amour », disait-il. Le personnel, impeccable et silencieux, parlait à voix basse, me frôlant sans jamais me regarder dans les yeux. Chaque matin, un bijou m'attendait sur mon oreiller, une nouvelle pierre précieuse, un nouveau chef-d'œuvre de joaillerie, toujours accompagné d'un mot, écrit de sa main élégante, « Merci d'exister ». C'était sa façon de me rappeler à qui j'appartenais. J'étais son plus beau trésor, sa chose la plus précieuse, enfermée dans une cage dorée. Un après-midi, en fouillant dans un tiroir de son bureau, je suis tombée sur une facture. Une facture d'une maison de couture parisienne pour une robe hors de prix. Mais le nom sur le document n'était pas le mien. Il était adressé à une certaine Élise Valcourt. J'ai d'abord pensé à une erreur administrative, une simple confusion. Mais ce nom a commencé à résonner en moi. Quelques semaines plus tard, lors d'une de ces soirées mondaines qu'Adrien organisait, un invité un peu trop ivre m'a dévisagé longuement. « C'est incroyable », a-t-il balbutié. « Vous lui ressemblez tellement, à la précédente. » Le sang s'est glacé dans mes veines. La précédente. Élise Valcourt. Le conte de fées se fissurait, révélant la structure d'un cauchemar. Cette nuit-là, l'insomnie est devenue ma seule compagne. Pendant qu'Adrien dormait d'un sommeil paisible, j'ai cherché. Dans les tiroirs verrouillés, les vieux journaux, les coffres cachés derrière les tableaux. J'ai fini par trouver une petite boîte en bois de rose, au fond d'une armoire. À l'intérieur, une photo. Une femme, magnifique, posant devant le même manoir, avec le même sourire que celui que j'affichais pour les photographes. Son visage, c'était presque le mien. Les mêmes yeux, la même forme de visage. C'était Élise. Lorsque je lui ai montré la photo le lendemain matin, son calme fut plus terrifiant que n'importe quelle crise de colère. Il a pris la photo, l'a regardée avec une étrange nostalgie et a dit « Une femme qui a oublié ce qu'elle devait être ». Puis il a caressé ma joue, avec la tendresse d'un bourreau qui admire son œuvre avant de la détruire. À partir de ce moment, la maison a changé. Ou peut-être que c'est moi qui ai commencé à vraiment écouter. J'entendais des bruits, la nuit, provenant du sous-sol, des pas feutrés, des murmures indistincts. Et toujours cette porte, cette fameuse porte du niveau 2, verrouillée, silencieuse, qui me narguait. Jusqu'au jour de notre 2e anniversaire de mariage. Son cadeau était une petite clé dorée, suspendue à une chaîne en platine, gravée d'un V. Pour Valcourt,
Pour Victoire? Ou pour autre chose? J'ai attendu qu'il parte pour l'un de ses voyages d'affaires. Puis, le cœur battant à tout rompre, je suis descendue. La clé a tourné dans la serrure sans un bruit. Le niveau 2, ce n'était pas une cave à vin, ni une salle d'archives. C'était un musée, un mausolée. Sur les murs blancs immaculés, les portraits de ses anciennes épouses. 5 femmes. Toutes se ressemblaient. Toutes portaient la même robe de mariée, le même sourire figé, la même bague au doigt. Et sur des écrans intégrés dans les murs, leur vie défilait en boucle. Des vidéos de dîners, de mariages, de voyages, et de lents adieux où leur sourire s'effaçait peu à peu. Et puis, au fond de la pièce, un piédestal vide, avec une plaque portant mon nom. À côté, un dossier. Phase finale, transfert complet, effacement digital. Je n'étais pas la première, et je n'étais pas censée être la dernière. C'est là qu'Adrien m'a trouvée. Il n'a pas crié, il n'a pas paru surpris. Il a juste souri, de ce sourire qui m'avait séduite et qui maintenant me glaçait d'effroi. C'est drôle, elles finissent toutes par descendre, toujours au bout de 2 ans. Il s'est approché, admirant son œuvre macabre. Le vrai luxe, mon amour, ce n'est pas l'argent. C'est de savoir, sans l'ombre d'un doute, quand quelqu'un t'appartient entièrement. Il m'a alors tendu une petite télécommande noire. Tiens, c'est pour ta liberté. Confuse, par réflexe, je l'ai activée. Les écrans ont changé. Et je me suis vue. Mon visage, mon dossier, des preuves méticuleusement truquées de son propre meurtre. Il avait tout préparé. Sa disparition, sa mort, et la coupable idéale. Moi. 3 jours plus tard, le yacht d'Adrien Valcourt était retrouvé à la dérive, vide. Il avait disparu en mer. Et moi, j'étais arrêtée. La police avait des preuves irréfutables, des emails que je n'avais jamais écrits, des transactions que je n'avais jamais faites, des témoins qui mentaient. En prison, alors que le monde entier me condamnait, j'ai reçu une lettre. Une seule phrase à l'intérieur. « Tu voulais savoir à quoi sert la clé? Regarde autour de toi. » Signé, Adrien. La petite clé dorée était glissée dans l'enveloppe. Je l'ai regardée longuement, dans le silence de ma cellule. Et j'ai compris. La clé n'ouvrait pas une porte. Elle en fermait une. Il ne m'avait pas seulement enfermée, il m'avait transformée. Ce n'était pas une fin, c'était le début. Adrien Valcourt aimait posséder. Il collectionnait les femmes comme des objets d'art, pour les enfermer et les effacer. Dans cette prison, il m'a appris l'arme la plus puissante. J'ai appris à me taire, à observer, à attendre. Le silence. C'est le seul héritage qu'il m'a laissé. Il pense avoir gagné. Il pense m'avoir réduite à néant. Mais il a oublié un détail. Un collectionneur finit toujours par vouloir admirer sa collection. Et le jour où il pensera être enfin en sécurité, le jour où il viendra voir ce qu'il reste de son plus bel objet, je tournerai la clé. Je suis sœur Verpera. Et je vous le dis, le danger n'est pas dans l'argent, mais dans ce qu'il peut acheter. Le silence. Merci de m'avoir écouté. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Prenez soin de vous.